Bonsoir à tous. Nous voici tous réunis pour ce webinaire Kinesport. Première expérience, je crois, pour nous tous, qui va nous permettre, grâce à cet outil moderne, d'échanger sur le sujet que nous avons choisi, à savoir l'épaule neurologique microtraumatique, et nous y tenons à ce terme, microtraumatique du sportif. Alors pour cela, nous avons 4 interlocuteurs qui vont intervenir à chacun à leur façon et dans leur domaine. Et vous allez pouvoir à distance poser vos questions et nous tenterons de la meilleure façon possible et le plus simplement possible d'y répondre. Alors nous n'allons pas perdre de temps et rentrer dans le plus rapidement possible dans le vif du sujet grâce et avec Gilles. Bonsoir. Bonsoir. Gilles Daubinet, docteur en médecine du sport et spécialiste en médecine physique et réadaptation, qui va nous présenter son sujet, si tu veux bien. Bien, bonsoir à tous. Nous allons parler de l'épaule neurologique microtraumatique et l'intéresse le nerf suprascapulaire, le nerf long thoracique et les nerfs musculo-cutanés et axillaires qui sont beaucoup plus rares, donc nous ne parlerons que des 2 premiers. Tout d'abord, le nerf suprascapulaire, sa lésion est très fréquente dans les sports de lancer ou d'armée, comme le tennis, le handball, le volleyball. La première description est déjà très ancienne, Thomas en 1936, Coppel et Thompson en 1939, et en France, Grossior et Durand en 1978. Alors oui, sur la diapositive de gauche, très ancienne au trombinoscope, vous voyez que c'est un service au tennis, vous voyez la grande amplitude du geste à grande vitesse, donc ça entraîne des contraintes au niveau de l'épaule extrêmement importantes. L'anatomie de ce nerf, il naît de C5, C6, accessoirement de C4, il passe derrière le plexus brachial, il est parallèle au muscle omoïdien, il est là, vraiment à la partie supérieure du plexus. Ensuite, il va passer à travers l'échancrure coracoïdienne. On va voir ça sur la diapositive suivante. Vous voyez le nerf qui est en jaune, qui va passer dans l'échancrure coracoïdienne, sous le ligament coracoïdien. C'est lui qui va ennuyer le nerf. Il va donner une branche au supraépineux, cravater l'épine de l'omoplate, passer dans l'échancrure spinoglénoïdienne où il y a déjà également un ligament spinoglénoïdien, et ensuite il va innerver l'infraépineux et la partie postérieure de la capsule gléno-humérale, également une branche pour l'acromioclaviculaire. Sur le plan de la physiopathologie, le point fixe cervical, c'est donc C5, C6, et dans la mesure où vous avez une grande mobilité de la scapula, eh bien, il va y avoir une tension de ce nerf en fonction de la position de la scapula. C'est un petit peu un rayon de courbure. Comme les côtes ne sont pas rondes mais ovales, eh bien, vous allez avoir une traction du nerf entre son point fixe et le point fixe au niveau de l'échancrure coracoïdienne. Les gestes en cause, c'est la rétropulsion horizontale et la rotation externe. Sur le plan de la nosologie, c'est essentiellement des pathologies d'étirement ou de friction au niveau de l'échancrure. Il n'y a pas de compression du nerf. On n'a jamais vu de déformation du nerf au niveau de l'échancrure coracoïdienne. L'autre hypothèse a été évoquée par Ringel. Là, ça va un peu trop vite pour les diapositives, parce que j'ai encore pas cliqué. Merci. Donc l'autre étiologie, c'est des lésions de l'intima de l'artère axillaire ou du nerf ou de l'artère suprascapulaire. Quelquefois, vous avez également des compressions par des kystes qui naissent de la capsule gléno-humérale, et quelquefois on a des compressions dans l'échancrure. Voilà. Sur le plan clinique, là la clinique est extrêmement riche et va dépendre essentiellement de l'importance de l'atteinte et de l'ancienneté de l'atteinte. C'est une pathologie donc qui va toucher les muscles supra- et infraépineux. Il y a 2 types de lésions. Il y a la lésion aiguë qui va durer 2 à 4 jours, qui passe très souvent méconnue. C'est une douleur permanente, nocturne. Puis, secondairement, on va passer avec des douleurs qui sont plutôt postérieures et supérieures au tout début, avec évidemment un déficit de force musculaire, essentiellement en rotation externe, parce que l'infraépineux a comme compensation le petit rond ou teres minor, alors que le supraépineux a une compensation qui est beaucoup plus importante avec le deltoïde. Donc on a également des douleurs en adduction horizontale. Ensuite, pour le testing, vous avez sur la diapositive de gauche la manœuvre de Job qui va tester le supraépineux, c'est-à-dire que vous mettez en élévation antérieure ou en antépulsion d'environ 60 degrés, et surtout vous mettez le bras en rotation interne et vous demandez une élévation du bras.
Pour l'infraépineux, en haut à droite, eh bien, coude au corps, vous demandez une rotation externe. Et puis l'adduction horizontale, c'est la diapositive de gauche. C'est beaucoup plus facile. Les lésions chroniques, c'est souvent à ce stade-là qu'on va voir les joueurs, parce qu'au début, ils peuvent continuer à jouer, puis une douleur de l'épaule chez un sportif d'armée, c'est assez banal en définitive. Donc ils vont consulter essentiellement pour des douleurs de l'épaule qui vont être des conséquences de cette pathologie plus que de la pathologie elle-même. En effet, quand vous avez un déficit de force du supra ou de l'infraépineux, vous allez avoir un décentrage de la tête humérale, vous allez avoir des lésions du bourrelet glénoïdien, vous allez avoir des conflits antéro-supérieurs, des tendinopathies et un certain nombre d'autres pathologies qui seront des pathologies conséquences de cette lésion et il ne faudra pas se laisser berner. L'examen, là, vous allez voir, est assez simple en définitive. Les mobilités articulaires sont normales et il y a un déficit au testing musculaire de l'infraépineux ou du supraépineux. Et vous pouvez voir également, dans les atteintes un petit peu importantes, une atrophie musculaire des fosses sus et infraépineuses, mais plutôt l'infraépineuse sera visible car la fosse supraépineuse est sous le trapèze. Quelquefois, cette lésion du nerf suprascapulaire peut être associée à une atteinte du nerf long thoracique. Bien évidemment, tout le reste de l'examen neurologique est normal, c'est ce qui les différencie d'autres pathologies comme le Parsonage Turner par exemple. Alors ici, vous avez sur la diapositive en haut à gauche, vous avez une amyotrophie de la fosse infraépineuse. Ici, vous avez une amyotrophie de la fosse infraépineuse. Et sur les diapositives de gauche, vous avez une atteinte très sévère parce qu'il y a la fosse supraépineuse et la fosse infraépineuse qui sont amyotrophiées. Donc à droite, c'est une atteinte très très sévère et à gauche, une atteinte plus modeste. Ce qui va confirmer le diagnostic, c'est l'électromyogramme. Il va évaluer un petit peu l'importance de la lésion et puis il va suivre aussi la récupération. Alors, je ne conseille jamais de faire beaucoup d'électromyogrammes parce que pour en avoir subi quelques-uns, ce n'est pas très agréable. Donc, si vous pouvez vous dispenser d'en faire tous les 2 mois, votre patient sera très très content. Ensuite, sur le plan de l'imagerie, eh bien, je demande maintenant systématiquement une IRM à la recherche d'un kyste glénoméral qui pourrait comprimer le nerf au niveau de l'échancrure spinoglénoïdienne. Et la deuxième raison, c'est de voir l'anatomie de l'échancrure pour voir si ce nerf et si l'échancrure a une anomalie, car il y a des anomalies de l'échancrure qu'il faut connaître. Ensuite, on va regarder également l'atrophie musculaire, la dégénérescence graisseuse. Vous avez ici un magnifique kyste que vous avez parfaitement bien visualisé sur l'IRM. Ici, on est au niveau de l'échancrure, sur la diapositive de droite. Et donc là, vous pouvez imaginer qu'il comprime très très fortement le nerf suprascapulaire. Ici, vous avez sur la diapositive de gauche un œdème du supraépineux que l'on retrouve sur la diapositive de droite en arrière et sur l'écoute horizontale, ici en arrière sur la diapositive qui est complètement sur la droite de l'écran. Alors voilà un kyste vu de l'intérieur. J'avais rentré un arthroscope, vous voyez le kyste sur la diapositive de droite, j'étais rentré dans l'articulation glénomérale et je suis rentré dans le kyste, voilà l'aspect d'un kyste à l'intérieur. Maintenant, c'est plus la peine de faire ça. Je vous montrerai tout à l'heure comment on fait. On y va par l'extérieur, c'est plus simple. Alors, bien évidemment, les diagnostics différentiels, bien, il y en a beaucoup dans l'épaule du sportif. D'abord, toutes les autres lésions neurologiques qu'il faut rechercher, les pathologies radiculaires, le syndrome du défilé thoracobrachial, le Parsonage Turner, et les autres lésions neurologiques microtraumatiques comme le nerf long thoracique, et puis les tendinopathies aussi. Alors sachez que les tendinopathies, ça n'existe pas chez les adolescents. On parle de tendinopathie chez l'adolescent, mais il faut surtout chercher des lésions microtraumatiques à cet âge-là, car les lésions microtraumatiques, on peut les trouver à 8-9 ans chez les jeunes joueurs. Donc il faut les rechercher très très tôt. Les autres diagnostics différentiels, c'est les différents conflits antéro-supérieurs. Il y a l'arthropathie acromioclaviculaire. On a vu fleurir cette pathologie depuis que les sportifs vont en salle de musculation. Les lésions gléno-humérales avec les instabilités, les laxités, qui entraînent donc ces lésions du bourrelet glénoïdien. Mais en premier lieu, quand vous avez un doute, il faut rechercher une lésion neurologique, car c'est souvent la cause de ces lésions qui sont souvent secondaires. Sur le plan médical,
Au stade aigu, si on a la chance de le voir au stade aigu, bien sûr, c'est le repos. La corticothérapie Péros agit très très bien en phase aiguë. Et si on voit un échec, c'est-à-dire une absence de récupération, eh bien on peut infiltrer l'échancrure coracoïdienne, comme vous le voyez sur la diapositive de droite, avec un stimulateur ou en repérant bien le nerf. Et on a une récupération si on a un arrêt du sport en 4 à 12 mois, ça dépend un petit peu de l'importance de l'atteinte et de son ancienneté. Et évidemment, après, bien évidemment, il faut rééduquer votre patient. Donc là, je ne vais pas trop en parler, car on va en parler après moi. Sur le plan chronique, lorsque vous les voyez en lésion chronique, eh bien, se pose le problème du repos, car c'est souvent des joueurs qui peuvent jouer. Ils jouent et vous découvrez cette pathologie à l'occasion de douleurs X ou Y qui apparaissent au cours de la saison. Donc on va déjà traiter la douleur, car on ne peut pas s'occuper d'une épaule douloureuse. Il faut d'abord traiter les douleurs, soit en infiltrant la gléno-humérale, soit la sous-acromiale, soit l'échancrure coracoïdienne. Il faut absolument mettre cette épaule au repos, la rendre indolente, puis ensuite la rééduquer. Le traitement chirurgical, maintenant, il n'intervient pas tout de suite, secondairement, après l'échec d'un traitement médical bien conduit et suffisamment longtemps. Il faut être sûr qu'on a tout fait et que le nerf ne récupère pas. Il dépend aussi de l'importance du déficit musculaire, car si vous avez vraiment un déficit très important qui dure plus de 3 mois, je crois qu'il ne faut pas hésiter, parce que maintenant on a une technique chirurgicale qui est simple, et ce n'est pas la peine d'attendre 6 ou 12 mois de compression, d'autant plus que c'est des sportifs qui sont souvent professionnels et qui ne peuvent pas s'arrêter très très longtemps. Donc vous voyez, ça se voit surtout au service. Plus le match avance, plus le service et moins le service est efficace, avec une fatigabilité de l'épaule très progressive. Alors le traitement chirurgical, eh bien, on va faire une neurolyse, c'est-à-dire qu'on va couper le ligament coracoïdien qui ferme l'échancrure coracoïdienne dans sa partie supérieure et qui ne sert strictement à rien. Donc il faut toujours bien étudier ça à l'IRM ou au scanner, car il y a des variations anatomiques qui ont été bien décrites par Rangacheri. Il faut également pratiquer l'ablation d'un kyste paraglénoïdien. Et vous verrez qu'avec cette technique, c'est une technique simple, les récupérations sont très rapides, en 3 semaines pour la vie courante, et en 6 semaines, on peut commencer à lancer. Évidemment, ça dépend toujours de l'importance des lésions et de leur ancienneté. Alors là, voilà les voies d'abord pour la technique arthroscopique. On voit une voie supérieure de l'épaule. On a 2 voies d'abord. Ici, vous avez la clavicule, ici, vous avez l'acromion, ici, vous avez l'échancrure. Donc, on fait 2 voie d'abord en haut, 2 voies d'abord latérales, et maintenant on a abandonné la voie antérieure qui est moins importante. Là, je ne vais pas vous passer les nerfs, les diapos, puisque ça ne passe pas. Vous voyez le nerf qui est ici, dans l'échancrure coracoïdienne, elle est barrée ici, et puis je ne peux pas vous expliquer beaucoup de choses. En haut à droite, on voit une pince basket qui va aller donc couper ce ligament coracoïdien. Une fois qu'on est dessus, c'est très très simple. Il faut écarter l'artère suscapulaire et on va libérer le nerf. Même chose ici, vous avez un kyste paraglénoïdien, vous avez là la glène, ici le bourrelet glénoïdien. J'ai désinséré la capsule postérieure ici, je passe un bistouri électrique et vous voyez que le kyste il est là. Donc il faut découper tout ça. On arrive sur le kyste, et puis on va retirer le kyste. Ensuite, on fait une capsulographie postérieure pour refermer la capsule postérieure. Bien évidemment, on s'est aperçu que cette lésion pouvait survenir chez l'enfant très facilement, et on a mis en place un programme de prévention chez tous les jeunes tennisman pour étirer les capsules articulaires, pour renforcer un petit peu gentiment cette épaule, qui est donc une épaule à risque. Donc on va vous en parler beaucoup plus tard. On va passer. Voilà, donc 2, 3 examens. Donc en conclusion, c'est une grande fréquence dans les sports d'armée. Il faut vraiment la rechercher tout le temps. Il faut faire d'abord un traitement médical et éventuellement un traitement chirurgical si le traitement médical a échoué, en sachant que le traitement médical donne de très bons résultats, même à distance. Nous allons parler maintenant du nerf long thoracique, qui est le 2e gros nerf de l'épaule, qui est plus simple à traiter parce que lorsqu'on a une atteinte du nerf long thoracique, on ne peut plus jouer. Donc comme on ne peut plus jouer, c'est plus simple pour le thérapeute de traiter parce que le joueur est en repos. Alors que dans le nerf suprascapulaire, il y a plein de joueurs qui jouent avec une atteinte du nerf suprascapulaire.
Donc vous voyez que c'est une grande fréquence dans les sports d'armée encore. Ça a été décrit dès 1825 par Velpeau. Et la première description chez l'athlète, c'est Gregg en 1979. C'était des pitchers au baseball. Et vous voyez ici donc le geste du service avec l'armée et puis la fin du geste en rotation interne. Alors sachez que quand on étudie les vidéos des joueurs de tennis, maintenant ils finissent comme la diapositive de droite en rotation interne, mais dans l'axe de l'épaule, alors que de mon temps, on finissait en adduction complète. C'est pour ça qu'on avait beaucoup plus d'atteinte du nerf suprascapulaire. Ça survient bien sûr au hand, ça peut survenir également lors de traumatismes, dans les sports de contact comme le rugby. Ça survient également quand on dort dans une mauvaise position la nuit, et ça survient également très souvent lorsqu'on fait de la musculation. On voit beaucoup de nerfs longs thoraciques en musculation. Sur le plan d'anatomie, innervation C5, C6, C7, quelquefois C4. Vous voyez que c'est une branche qui est très antérieure, qui va aller à travers le scalène moyen, puis le scalène postérieur, et qui est un nerf très fin, qui est le long du thorax. Vous le voyez tout ça, il est tout petit. Et il va donc innerver le nerf serratus antérieur, anciennement appelé grand dentelé. Voilà ici le grand dentelé qui va du bord spinal de l'omoplate jusqu'aux 10 premières côtes, et donc il va fixer l'omoplate sur le grille costal. Si vous ne fixez pas l'omoplate sur le grille costal, eh bien vous avez un manque de force de l'épaule. Donc vous allez voir que sur le plan clinique, il y a différents niveaux d'atteinte, mais lorsqu'on a une atteinte complète, on ne peut pas lever le bras au-dessus de 50 degrés. Voilà le muscle serratus antérieur, donc du première digitation costale jusqu'à la 9e ou 10e, même des fois quand c'est accessoire. Et donc ça va gérer la mobilité de l'omoplate et surtout la fixation de l'omoplate qui est impérative si on veut avoir un mouvement en force avec le membre supérieur. Alors sachez que l'omoplate fait des mouvements de sonnette, c'est-à-dire qu'elle va aller de haut en bas, elle va basculer cette pointe de rotule, et donc on a vraiment des mouvements extrêmement importants de cette rotule qui doivent être, de cette scapula, pardon, qui doivent être contrôlés musculairement, donc par le grand dentelé, mais également par les fixateurs accessoires, l'angulaire de l'omoplate, les rhomboïdes et le trapèze supérieur. Donc les mécanismes, c'est là uniquement des mécanismes de traction, mais on va voir qu'il y a un de nos collègues français qui a décrit un point de compression. Donc vous voyez que le nerf tolère 10% d'étirement seulement, et que quelquefois, dans des positions d'armée, donc flexion, rotation, tête en inflexion du côté opposé, on peut doubler la longueur du nerf, donc il est extrêmement traumatisé dans le service ou dans le geste de l'armée. La répropulsion postéro-inférieure, donc dormir en mauvaise position, porter une charge lourde, et Gregg a montré qu'il n'y avait aucune pathologie dans le croisement du nerf au niveau de la côte ou de la clavicule. Donc ça c'est bien clair, il n'y a pas de compression à ce niveau-là. Alors notre ami Loland, qui est un chirurgien de Tours, a mis en avant une compression du nerf par une branche de l'artère thoracique. Vous voyez ici le nerf, l'artère thoracique qui comprime le nerf au niveau de la 5e et 6e côte, et qui va entraîner une compression du nerf et un déficit de ce grand dentelé, car le grand dentelé, on a eu un certain nombre de nerfs qui ne récupéraient pas, même avec le repos, et donc ça nous posait des problèmes. Et depuis que notre ami nous a découvert cette pathologie, eh bien on a réussi à en guérir un tout petit peu plus. Alors, les diagnostics différentiels du décollement de l'omoplate, c'est les paralysies du trapèze, les paralysies de la coiffe des rotateurs, la capsulite bien sûr, l'omarthrose, la scoliose et la pathologie articulaire, acromioclaviculaire. En fait, tout ce qui touche la scapula peut décoller l'omoplate. Alors, sur le plan clinique, eh bien, c'est une épaule douloureuse avec une faiblesse musculaire, une perte de la mobilité articulaire et un décollement de la scapula, on va voir. Comme d'habitude, au stade aigu, vous avez une douleur qui est permanente, et puis souvent, ça passe au stade secondaire, au stade chronique, où on va voir apparaître des pathologies secondaires, comme dans le nerf suprascapulaire.
Alors sur le plan du diagnostic clinique, l'intensité elle est très très variable. Soit on a des formes frustres avec une fonction normale, une douleur et des sensations de faiblesse, soit on a des formes sévères et on ne peut pas lever le bras au-dessus de 60 degrés. Donc ça c'est facile à soigner, il est obligé de s'arrêter. Là, le décollement de la scapula, dans les formes frustres, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est faire des pompes. Faire des pompes à votre sportif ou faire appuyer sur un mur. Vous voyez ici des décollements de l'omoplate, très important. Vous voyez que dès que le bras est à 90, c'est-à-dire en position de passage sous-acromial, eh bien vous avez un gros décollement de l'omoplate. Ça, c'est une chose qu'il faut vraiment examiner soigneusement dans l'épaule du sportif. Là, vous avez une forme frustre. Vous voyez que le patient peut lever un tout petit peu, mais il ne va pas jusqu'au bout. Et à droite, eh bien, vous avez un décollement de l'omoplate, mais c'est une scoliose. Donc c'est complètement différent. Alors le diagnostic paraclinique, bah, c'est l'électromyogramme, comme d'habitude, qui va faire le diagnostic. Il va évaluer un petit peu l'importance de la lésion, et puis il va suivre l'évolution. En ce qui concerne le pronostic, vous voyez que la récupération dans les différentes statistiques, c'est en moyenne 9 mois, mais ça peut aller jusqu'à 24 mois. Il y a quelquefois persistance d'un déficit en endurance avec un minime décollement de l'omoplate et qu'on a du mal à résoudre. Et l'absence de récupération, ça existe. Grâce à notre ami Lolland, on a fait diminuer ces patients qui restaient avec un petit décollement de l'omoplate et avec une lésion du nerf long thoracique. Mais globalement, on s'en sort pas trop mal avec la médecine, la kiné et la chirurgie de notre ami Lolland. Sur le plan thérapeutique, repos, corticothérapie, Péros au stade aigu. Pour certains sportifs, notamment, je me souviens à l'époque, on avait vu un pilote de Formule 1 qui avait ça, et il voulait continuer à piloter, bien sûr, et comme ils avaient les bras très tendus, eh bien, on lui avait fabriqué une attelle pour coller l'omoplate sur le grille costal. Mais bon, ça, ce sont des exceptions. Donc, globalement, c'est repos, coude au corps, interdiction de soulever une charge, interdiction de porter une charge sur l'épaule, et puis bien sûr, une rééducation adaptée. Donc là, j'insiste, la rééducation, ce n'est pas de la musculation, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'en faire trop. Quand le muscle est fatigué, il faut arrêter. Sans ça, le lendemain, le muscle est fatigué, il n'est pas bien innervé, et vous ne pouvez pas travailler correctement. Donc, on arrête dès qu'il y a une fatigue musculaire. Donc les deux mouvements de travail que vous reverrez sûrement après. Sur le plan chirurgical, c'est l'échec d'un traitement médical. Il n'y en a qu'un. C'est la neurolyse distale décrite par Lolland en 2002. Donc il va couper le fascia qui coince donc cette branche thoracique de l'artère thoracique dorsale qui va coincer le nerf long thoracique. Alors les autres traitements, je ne vais pas trop en parler parce que c'est des transferts. Donc là, évidemment, quand on arrive à des grandes chirurgies de transfert du latissimus dorsi, etc., là, on n'est plus dans l'épaule du sportif, hein, on est l'épaule de monsieur tout le monde. Et de toute façon, c'est impossible de reprendre le sport avec ça. Donc, vous voyez, si on peut revenir en arrière, vous voyez ici sur la diapositive, voilà, vous voyez que c'est une incision qui est très courte, vraiment sur le grille costal. Et donc, on va libérer le nerf au niveau de cette artère qui le bridait. Donc geste très simple, récupération très rapide. Donc vous voyez que la récupération, c'est jamais très rapide, 6 à 18 mois. Vous voyez que dans la série de Greg, uniquement chez les sportifs, la moyenne est de 9 mois. Et vous voyez que dans les 31 cas relevés dans la littérature, il y a déjà quelques temps, on avait une récupération de 1 mois à 2 ans. Donc la récupération, c'est toujours très très difficile de se prononcer à la première consultation. Sur le plan de la prévention, eh bien, il faut impérativement faire des programmes de prévention de musculation spécifiques et surtout d'étirement capsulaire, car ces gestes d'armée entraînent des irritations de la capsule, des rétractions de la capsule, donc une petite limitation en rotation interne ou en rotation externe qui vont entraîner après des mouvements parasites de la scapula et qui vont favoriser ces atteintes neurologiques. Donc je ne vais pas parler de la rééducation dont on va vous parler. Donc ces deux nerfs, ces atteintes neurologiques microtraumatiques sont extrêmement fréquentes dans les sports d'armée. Quand vous avez une douleur chez un sportif de sport d'armée, c'est la première chose à tester, c'est tester la force de ces trois muscles, supra-épineux, infra-épineux et serratus antérieur pour voir s'il n'y a pas un déficit. Donc c'est une recherche systématique. Je vous remercie. Gilles, merci. Merci pour toutes ces informations, pour cet aspect médical et chirurgical dont nous avons tant besoin et qui nous montre
cette transversalité dont nous avons besoin pour construire nos plans de rééducation. Et c'est maintenant l'aspect que nous allons évoquer avec Erwan Tanguy, kinésithérapeute du sport, kinésithérapeute du Paris-Volley depuis de nombreuses années et formateur chez Kinesport. Alors Erwan, je crois que tu vas aborder cette épaule à travers les tests et à travers la rééducation et la réadaptation. Je te laisse la parole si tu veux bien. Bonjour à tous. Oui, effectivement, après la vision médicale dont nous, kinésithérapeutes, nous sommes dépendants, il y a notre partie, la partie de rééducation, la partie de kinésithérapie. On se retrouve parfois, effectivement, malgré le diagnostic médical, à devoir nous réévaluer aussi la symptomatologie clinique. Donc, effectivement, on ne va pas reprendre ce qui a été dit par Gilles, mais on peut se retrouver à... Alors, on va passer là-dessus. On peut se retrouver à devoir, nous aussi, avoir cette évaluation. Donc, le souci, ça reste toujours le même, c'est que nos sportifs, on les consulte généralement relativement tardivement. La pathologie est installée. On va parler essentiellement du nerf suprascapulaire, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus, les autres étant un peu moins fréquents. Sur la consultation tardive, c'est un vrai problème. Généralement, quand on s'aperçoit, même chez l'enfant ou le jeune adolescent, c'est que ça fait déjà un petit moment que la pathologie est installée. Donc, c'est un vrai souci. Et donc, comme on arrive un peu tardivement, on peut gérer un petit peu que les peaux cassées et faire en sorte que l'épaule vive le mieux possible. Consultation tardive, faiblesse musculaire, effectivement, et puis les autres points sur lesquels on va revenir. La plupart du temps, c'est micro-traumatique, donc effectivement dû aux gestes d'armée et aux gestes de finish. Alors c'est une pathologie qui est très très fréquente chez le volleyeur, on pourrait dire même que c'est presque la pathologie du volleyeur. La littérature recense énormément cela dans le volley, même si effectivement le pitcher au baseball est largement aussi intéressé. Donc effectivement, à Paris, nous, sur un effectif de 14 joueurs, en gros, on en a toujours 1 à 2 par an qui sont avec ce type de pathologie. Sur notre symptomatologie clinique, effectivement, on a cette énorme faiblesse de la rotation latérale. Du coup, hop, on va revenir un tout petit peu en arrière. Hop, voilà. Pourquoi ? Parce que l'infraépineux, forcément, est le rotateur latéral principal. Et que forcément, s'il est atteint, on se retrouve extrêmement faible. On a comme ça certains sportifs de haut niveau qui se retrouvent à ne pas pouvoir assurer une rotation latérale en décubitus latéral avec une charge supérieure à 2 kg, ce qui paraît ridicule, mais il n'y a quasiment plus aucune force sur cette rotation latérale. C'est normal puisqu'effectivement notre infraépineux est le majoritaire, enfin est le plus important dans cette rotation externe. Il faut juste pas oublier qu'effectivement, on va revenir dessus dans l'éradication, c'est important. C'est quelque chose qui est très peu décrit dans la littérature ou pas suffisamment et que les praticiens ne prennent pas suffisamment en compte. C'est la place accessoire, certes, mais quand même, que vient occuper le supraépineux dans certaines positions. Et puis, il nous reste quand même le petit rond, donc le rotateur externe, il va falloir les bosser et trouver un moyen de les travailler correctement. On va revenir dessus. Sur notre symptomatologie clinique, alors c'est pareil, c'est des belles images qu'on a, ce sont des volleyeurs, hein, ça c'est des cas cliniques du club, hein, du Paris Volley. La plupart du temps on est quand même sur des joueurs qui une haute performance, hein, ce sont parmi les meilleurs joueurs, les joueurs les plus efficaces du championnat. À gauche avec une tentative justement chirurgicale sur un kyste présent, à droite simplement une fonte assez classique. Sur notre geste en lui-même, effectivement, comme le finish, ce que disait Gilles, se termine énormément en adduction, le cross adduction test peut réveiller la douleur. Alors ça reste très présent au volley parce que le geste, effectivement, reste d'un armé en rotation latérale abduction jusqu'à un finish qui se fait énormément en rotation médiale adduction. Donc l'étirement aussi de la structure nerveuse qui se fait sur ce finish. Les deux possibilités, du coup, sur la mise en contrainte du nerf, à nouveau, sur la rotation externe, abduction, et là, je viens contraindre ma structure sur l'armée. Le geste de fouetter qui peut relancer par le coup de kick, hein, ce qu'on appelle le coup de kick de l'épaule, les joueurs qui démarrent épaule en premier ici, donc qui mettent des contraintes. Et puis après, je finis sur l'adduction complète, et ça, à nouveau, peut provoquer l'étirement de la structure.
Notre dentelé antérieur sera souvent associé aussi avec une certaine faiblesse, puisque mon épaule vit pas bien. Donc du coup, les autres structures ont tendance aussi à perdre en efficacité. Et on sait qu'un dentelé antérieur qui vit pas bien, c'est une épaule qui vit pas bien globalement. Et comme nous, on est là un peu pour gérer les pots cassés de cette épaule microtraumatique, et ben, même s'il n'y a pas d'atteinte du nerf thoracique long, ce dentelé antérieur, c'est un vrai axe de travail, ainsi que le trapèze moyen et trapèze inférieur, on reviendra dessus. Sur l'aspect douleur, c'est vrai qu'il y a plein de pathologies qui peuvent être concomitantes. Effectivement, on l'a dit, il y a aussi une branche sensitive qui innerve la capsule postérieure. Donc on peut se retrouver sur la symptomatologie, il y a décrit par le patient des douleurs à la partie postérieure. La plupart du temps, ces douleurs à la partie postérieure ne sont pas capsulaires, mais sont plutôt des douleurs émanant de pathologies de la coiffe, dont on va revenir, sur lesquelles on va revenir aussi dessus. Ne pas oublier l'étiologie cervicale, effectivement, ça peut être le cas. Un test de mise en contrainte de l'inclinaison, rotation et puis rétropulsion du moignon de l'épaule peut déclencher à nouveau des douleurs. Donc là, effectivement, l'étiologie serait plutôt cervicale, éventuellement au niveau des foramènes. Mais encore une fois, ce n'est pas ce qui nous intéresse, nous, a priori, dans notre épaule macrotraumatique. Microtraumatique. Les soucis, c'est que on est sur une épaule de sportif qui vit très très mal et on a pas mal de pathologies associées. Et il est important de les prendre en considération. On parle souvent de conflit subacromial. La littérature aujourd'hui, depuis quelques années, nous parle plutôt de complexe douloureux de l'espace subacromial, puisque la notion de fermeture de l'espace subacromial n'est peut-être pas suffisamment explicative dans le fait de souffrir de ces pathologies, notamment de la coiffe tendinopathique. Donc sur les pathologies associées, effectivement, d'avoir cette notion un petit peu de complexe douloureux de l'espace subacromial. Les autres pathologies associées, effectivement, au niveau de la coiffe, et notamment notre supraépineux qui est sursollicité. Alors on a une atteinte qui est dans l'échancrure spinoglénoïdienne, on n'a qu'une fonte de l'infraépineux, on pourrait se dire finalement le supraépineux vit bien, sauf que il est sursollicité et qu'en plus dans les sports de lancer, c'est l'axe préférentiel des tendinopathies. Donc on se retrouve avec un infraépineux atteint neurologiquement et un supraépineux qui est touché sur l'overuse, sur la sursollicitation. Donc effectivement, nos tests classiques qu'on peut avoir avec notre job test, comme on l'évoquait, qu'on peut appeler aussi l'empty can test, puisqu'il existe aussi un upgrade au test qui est en full can test. On reviendra dessus éventuellement. Sur nos différentes notions, c'est aussi de considérer que effectivement notre petit rond reste présent et du coup qu'on peut le solliciter, on peut le travailler plus, on doit le faire même et on va voir comment, puisqu'il y a des positions qui sont préférentielles. Dans les pathologies associées, pouvant expliquer éventuellement d'ailleurs la contrainte sur le finish en adduction, rotation interne, c'est parce que je me retrouve très souvent avec un déficit de rotation médiale dans mes sportifs de lancer. Alors, le déficit de rotation médiale aussi, ça peut être débattu, cette notion-là. Est-ce que finalement, le fait d'avoir un sport qui m'amène vers une rotation latérale extrême et qui fait que j'ai une adaptation de ma glène, voire même une adaptation de mon numérus, puisqu'il a été mis en évidence que l'angle de rétrotorsion de l'humérus pouvait évoluer, ce gain vers la rotation externe, si finalement j'obtiens à peu près mes 180 degrés d'arc rotatoire, est-ce qu'on peut parler de déficit de rotation médiale ? Probablement pas, c'est juste une adaptation de la pratique. En revanche, il retrouve effectivement un arc rotatoire diminué au total. Ce déficit de rotation médiale sera un axe important de la rééducation. Il faudra qu'on travaille dessus. Et effectivement, comme le protocole que mettait Gilles en évidence sur tout ce qui était éléments capsulaires. Sur nos différents paramètres, ce qui est intéressant aussi, effectivement, c'est sur la notion qui a été mise en évidence de rupture de coiffe, en tout cas de coiffe très largement abîmée, et de pathologie neurologique. La rétraction de l'infraépineux pourrait être aussi une source d'atteinte de ce nerf.
Ce qui nous peut entraîner comme réflexion au niveau rééducationnel, le fait de dire que si ma coiffe vit mieux, si ma coiffe est travaillée et fait en sorte que mes autres structures vivent mieux, j'aurai peut-être moins d'incidence. Donc on peut, encore une fois, relier l'aspect microtraumatique, l'aspect nerveux des autres pathologies et notamment de la pathologie de la coiffe. Bien sûr, une pathologie quasiment systématique. Il n'y a pas longtemps à Rio, ils ont fait le recensement de tous les sportifs qui avaient consulté au centre médical et qui mettaient en évidence que plus d'un cas sur deux avait une atteinte du labrum concomitante à d'autres pathologies, isolée ou concomitante à d'autres pathologies. Donc le labrum, dans mon épaule de sportif qui présente une faiblesse microtraumatique du nerf suprascapulaire, le labrum sera aussi un élément très important à mettre en évidence. On a nos tests classiques, notre O'Brien test, notre test de compression-rotation. Le seul vrai conflit qui existe, on pourrait dire ça, c'est ce qu'on appelle l'internal impingement. Et là, sur mon geste effectivement de rotation externe, abduction assez classique, je peux avoir des contraintes qui se font au niveau de la glène dans la partie postérieure et qui viennent cisailler notamment mon tendon du supraépineux. Donc ça rajoute à nouveau des problèmes à cette épaule d'armée et de lancer. Donc, effectivement, il va falloir agir. Le problème, c'est que c'est souvent trop tard. Il va falloir éventuellement mettre en place des systèmes de prévention chez le jeune, dans l'idéal, ou chez le sportif non atteint, mais on peut imaginer que l'adulte non atteint ne le sera probablement jamais. Et puis surtout, il va falloir gérer les pathologies associées, et c'est ce qui va nous prendre le plus de temps. Si j'ai mon infraépineux qui est touché, donc j'ai ma faiblesse de mes rotateurs latéraux, il a été mis en évidence que si je n'avais pas la possibilité de travailler plus haut que l'attitude coude au corps en position R1, les attitudes de moindre douleur étaient de naviguer vers 30 puis 60 degrés, mais la stimulation optimum, et voire trop contraignante, donc à manier avec précaution, puisse être aux alentours de 90 degrés, puisque je vais en plus avoir le deltoïde post qui va être mis en action. Si je bosse coude au corps, effectivement, il était mis en évidence aussi que pour une meilleure rotation de la glène, et donc à l'EMG, une meilleure sollicitation du petit rond, puisqu'il reste que lui de présent, de mettre un petit coussin pour favoriser l'abduction est un paramètre de meilleur travail. Si je dois travailler en position 90-90, 90 d'abduction, 90 de coude, c'est la meilleure sollicitation. Il faut que ça soit passif sur l'abduction parce qu'effectivement, il va falloir un petit peu économiser le supraépineux. On a d'autres possibilités effectivement de travail qui peuvent être faites. Même si je n'ai pas d'atteinte du nerf thoracique long, ma fixation scapulaire est un enjeu majeur. Donc il va falloir effectivement travailler sur la fixation scapulaire. Notamment tous les exercices en procubitus où on a mis en évidence qu'effectivement la gravité ça fonctionne vers le bas, que si je voulais travailler le plan postérieur, le procubitus était d'un intérêt supérieur. Alors les variations, rotation externe en procubitus, le trapèze inférieur en procubitus, les tractions qui peuvent se faire du coup en position ici quadrupédique, enfin chevalier servant avec la rétraction et le travail sur la rotation latérale, de pensée associée la rétraction à la rotation externe, puisqu'encore une fois, j'ai que mon petit rond et puis la participation accessoire de mon supraépineux qui peuvent venir agir. Sur les différentes formes de travail, effectivement, là, à l'élastique, c'est dans l'idée d'un petit peu comme un geste d'armée contre résistance. Il peut y avoir la partie isométrique pour favoriser la fixation scapulaire. Et puis, si on est monté avec vitesse, finalement, on a pu jouer contre l'élastique et on va pouvoir jouer sur le finish en travail excentrique. Pourquoi le travail freinateur est essentiel? C'est parce que c'est lui qui finalement est le plus fonctionnel. Dans la plupart des armées qui sont trop contraignants, le sportif vient taper sur ces structures passives parce qu'il n'y a aucun travail de freination par le plan antérieur, par les rotateurs médiaux, par le grand pectoral. Donc si moi je travaille sur cet aspect freinatrice, cet aspect supramaximal, cet aspect freinateur qui peut être fait au TRX, qui peut être fait avec des élastiques de survitesse par exemple, je vais être plus fonctionnel, je vais travailler là-dessus.
Parce que l'intérêt de l'excentrique sur le concentrique, on peut en discuter, notamment dans la tendinopathie. Les différentes formes qui peuvent être faites, notamment ce qu'on appelle les swings, où je vais utiliser la balistique de l'haltère pour mettre de la vitesse, et une fois entraîné par la balistique, eh ben, je vais devoir freiner. Donc à nouveau, freiner le plan antérieur pour éviter la contrainte sur l'abduction rotation externe, et à l'inverse, sur le mouvement opposé, freiner grâce à mon plan postérieur pour éviter la mise en étirement de ce nerf sur le finish. Donc les deux, effectivement, sont tout à fait réalisables. L'utilisation de la balle lestée a été très largement décrite dans la littérature, notamment chez le pitcher, le lanceur au baseball, depuis bien longtemps. On l'utilise relativement peu en France, ou en tout cas voilà, dans la préparation physique, certainement pas suffisamment. C'est quelque chose qui peut être fait. Sachant que, encore une fois, c'est d'optimiser la capacité du travail freinateur. Le problème, c'est que ça peut être relativement traumatisant pour les structures. Donc c'est pareil, c'est à manier avec précaution. C'est à avoir une vraie progression dans la charge de travail, parce qu'on est déjà sur une épaule qui est donc fragilisée, fatiguée, et qu'il faut lui permettre de mieux vivre cette activité, mais il ne faut pas non plus passer effectivement dans l'excès de travail. Sur notre compliance du plan postérieur, comme le décrivait Gilles, effectivement, tout ce qui est stretch capsulaire, le classique sleeper stretch, le cross-arm stretch aussi a été mis en évidence comme étant très efficace, même sur le gain de la rotation médiale. Mais finalement, toutes les autres composantes et toutes les autres positions, on voyait sur les images tout à l'heure, l'enfant arrivé main dans le dos, si j'ai pas un plan antérieur, une slap, ça peut être tout à fait réalisable. Toutes les positions d'étirement capsulaire sont intéressantes. Je vais juste revenir en arrière sur notre petit travail ici au bal lesté. Ce qu'on veut mettre en évidence, c'est que si l'atteinte est déjà présente, on se retrouve avec une épaule fragilisée. Donc ce travail freinateur, de toute manière, viendra permettre de moindre contraindre si je suis en présence d'une slap, si je suis en présence d'une slap lésion, si je suis en présence d'une coiffe tendinopathique. Et ça pourrait effectivement faire figure de prévention chez le sportif non atteint, chez notamment le jeune. À nouveau, la difficulté de mettre ça en place chez l'enfant. Et puis, à nouveau, si l'adulte, le sportif de haut niveau, ne présente aucune atteinte à l'âge adulte, on peut imaginer que, de toute manière, il n'en souffrira pas. Donc, pour la lésion du nerf suprascapulaire en elle-même, OK, on peut le mettre de côté. Mais de toute manière, on a l'ensemble des autres pathologies du membre sup à gérer. L'atteinte du nerf thoracique long, effectivement, est déjà moins intéressante sur les aspects rééducation, puisque, comme on l'écrivait précédemment, ça nécessite de passer par le repos. Et puis après, la mise en action du travail de renforcement de ce dentelé antérieur, avec les différentes formes qui doivent être faites. La plupart du temps, on est forcément en chaîne ouverte sur un travail qui va se faire plutôt sur le mécanisme d'antépulsion. Il y a quelques variantes qui existent. Je vous laisserai chercher le Hanging Serratus Crunch, par exemple, pour inverser les points de fixation, ce que les gymnastes connaissent bien, par exemple. C'est une possibilité de travail aussi. Moins intéressant pour nous, problématique pour le patient, forcément, mais moins intéressant pour nous dans la rééducation. Et puis, sur notre atteinte aussi micro-traumatique, on peut mettre en évidence cette fatigabilité qui peut arriver en fin de pratique. Et ça, effectivement, c'est plus une réflexion qu'on pourrait avoir. Si on n'a pas tant d'atteinte du nerf axillaire en micro-traumatique, puisque c'est plutôt l'apanage généralement du macro-traumatique lors de la luxation, dans notre quadrilatère de Velpo, entre notre petit rond, notre grand rond, notre longue portion du triceps, qui sont trois muscles hyper sollicités à l'effort, qui à l'effort vont avoir tendance du coup à contraindre la structure nerveuse. Peut-être que sur ces fatigabilités de fin de pratique, de moindre maîtrise, de sensation de moins maîtriser son geste, c'est peut-être aussi une cause. Et ça veut dire que dans, par exemple, tout ce qui est ma gestion de la récupération, c'est trois structures qui seront investiguées afin de pouvoir relâcher cette pseudo-atteinte du nerf axillaire qui, encore une fois, est généralement plutôt macro-traumatique. À retenir du coup que dans notre nerf suprascapulaire, on gère bien souvent la pathologie déjà existante et que du coup on gère la plupart du temps les pathologies associées et que le travail freinateur
et le travail de stabilisation de l'ensemble de l'épaule, gléno-humérale et scapulo-thoracique sont des enjeux majeurs de notre prise en charge. Erwan, merci. Merci pour toutes ces précisions. On a bien ressenti le côté pratique, le sens du détail et la précision comme un petit coussin qui peut changer toute la donne concernant un exercice. Maintenant, nous allons poursuivre la partie rééducation. Cette fois, ça va être avec Florian Patalaguati, ex-kiné surtout des sœurs Williams, c'est pas tout à fait la même chose, et kinésithérapeute du PSG Handball, c'est bien ça, si je ne me trompe pas. Tu vas aborder avec vous tous, cette fois-ci la partie rééducation concernant le neurodynamique, les techniques neurodynamiques. Je te laisse débattre sur ce sujet. Bonjour à tous, merci Franck, merci à vous. Alors effectivement là je vais parler de quelque chose qui est complètement différent parce qu'on sort un peu du cadre des pathologies du nerf suprascapulaire et du nerf long thoracique et on va aborder dans le cadre du concept neurodynamique les atteintes plutôt plexiques et du coup dans leur passage au niveau de l'épaule. Alors il y a quelques petites notions à avoir. La première, c'est que les nerfs ont une mobilité propre, qui glisse, qui bouge, et que quand on effectue une gestuelle sportive et n'importe quelle mobilité, en fait, on est amené à les mobiliser. Donc ils subissent des contraintes mécaniques de manière physiologique et qu'ils encaissent très bien, mais parfois, les compressions micro-traumatiques qu'on fait dans le sport vont sensibiliser le nerf. Et quand on dit sensibiliser le nerf, c'est des douleurs un petit peu différentes de ce qu'on voit d'habitude. Alors, hop, on va changer de slide. Et c'est notamment l'irritation du tissu conjonctif. Parce que quand on regarde comment est constitué un nerf, il est constitué à 70% de tissu conjonctif qui vient protéger les axones et qui, lui, va être mobilisé par rapport à ce qu'on appelle des interfaces mécaniques. Ça peut être n'importe quelle structure par laquelle il chemine, par des tunnels, par des canals, entre des muscles, et qui peut être irritatif pour ce nerf. Donc il glisse, il se mobilise, mais il se déforme aussi. C'est-à-dire que ça, c'est grâce à ses propriétés du tissu conjonctif, la viscoélasticité. Et en gros, c'est simple, c'est comme si on prenait un tuyau, qu'on tirait dessus et qu'on voyait le diamètre diminuer. Donc ça veut dire qu'il y a deux types de compression qu'on va pouvoir voir sur le nerf. La compression extraneurale, quand il y a quelque chose qui vient l'irriter par compression en dehors du nerf, et l'étirement qui va créer, lui, une compression intraneurale. Et en fait, le problème de cette compression, c'est que ça va diminuer la vascularisation. On voit les petits vaisseaux là, qui sont contenus au sein de l'épinèphe, de ce fameux tissu conjonctif, et qui viennent vasculariser le nerf. Une fois que cette vascularisation est atteinte, le nerf va se sensibiliser, et on va appeler ça la mécanosensitivité. C'est une réaction, un mécanisme de protection normal contre l'inflammation et la compression nerveuse. Et on va avoir des moyens de travailler dessus. Donc, on va faire le lien un peu, puisque c'est le principe même du concept neurodynamique, c'est-à-dire de faire le lien entre la clinique et la physiologie du nerf, donc la neurophysiologie et la neuromécanique. La neurophysiologie étant ce dont on parlait, la vascularisation intrinsèque, qui va être soumise au gradient de pression, c'est-à-dire que si on appuie et qu'on comprime les vaisseaux, ils vont moins vasculariser le nerf. L'innervation propre du nerf via le nervi nervorum qui va pouvoir sensibiliser ce nerf, et les transports axonaux évidemment de la conduction des axones à l'intérieur de ce tissu conjonctif, qui est évidemment l'objectif numéro 1. Donc là, on va avoir une atteinte des fonctions neurologiques dans le cadre des transports axonaux et une mécanosensitivité, cette fameuse sensibilité du nerf quand on va le compresser. Compresser comment ? Avec des phénomènes mécaniques que sont la compression, une perte de glissement ou de déplacement et du coup une limitation de ses propriétés mécaniques de mobilité et de fluage. Du coup, on va distinguer deux types de douleurs. On va avoir les douleurs neuropathiques pures et les douleurs neurogéniques. Donc les douleurs neurogéniques, on va parler de cette fameuse mécanosensitivité. Donc la compression nerveuse, elle va être directement corrélée à une atteinte de la fonction. Plus on appuie et plus la fonction nerveuse va être atteinte. Et ces neuropathies, on va chercher à les objectiver avec l'électromyogramme, qui a été décrit par Gilles plus précédemment, et par notre bilan neurologique classique. En revanche, l'irritation de cette gaine du nerf, qui peut être due à la sensibilisation, à l'inflammation du tissu conjonctif,
à la congestion, donc la perte de cette vascularisation locale, voire de la fibrose quand il y a des adhérences qui s'installent et que ça fait trop longtemps que le processus est en cours. Ça, c'est les tests neurodynamiques qui vont nous permettre d'objectiver cette mécanosensitivité. Donc, quand on regarde le schéma, voilà différents endroits où on va avoir des interfaces mécaniques au niveau de l'épaule qui peuvent être des sites de compression lors du geste sportif sur le tissu neural. Alors, au niveau du cou, il va y avoir bien évidemment les douleurs radiculaires au niveau des foramen intervertébraux. Il y aura les syndromes plexiques par mise en tension, par étirement du plexus brachial. Et ensuite, les zones de cheminement canalaire et tunnelaire, notamment le défilé interscalénique, qu'on a un peu évoqué tout à l'heure, la pince costo-claviculaire, le tunnel sous-pectoral et la zone antérieure de la tête humérale. Comment est-ce que ça peut être impacté? On va prendre un exemple, et en fait, pour que ça soit un peu plus concret, je vais vous parler d'un des patients que j'ai en ce moment en soins. C'est le jeune homme qu'on voit au milieu, qui est joueur de tennis, et quand il sert, évidemment, il se retrouve dans la même position que la jolie photo là, de Venus Williams qu'on voit en bas à gauche, avec une extension cervicale, une inclinaison controlatérale, un abaissement de l'épaule, du moignon de l'épaule globalement, et une abduction, rotation externe du membre supérieur. Il va se passer deux choses chez ce jeune joueur. Il va diminuer la taille de ses foramen intervertébraux en faisant cette extension cervicale, et il va aussi mettre en tension le plexus brachial, et ça, on le voit justement, c'est une combinaison de cette inclinaison contralatérale et de l'abaissement de l'épaule, qui est encore majoré au niveau du nerf médian avec l'abduction et la rotation externe du membre supérieur. Et en fait, ce joueur, il venait, vous le voyez sur le schéma, pour des... Non, c'était bon, c'était bien. Vous le voyez sur ce schéma, pour des douleurs en fait projetées au niveau du coude. Ça faisait 1 an à peu près qu'il ne pouvait plus servir, et que sur tous les examens qu'il avait, il n'y avait rien de particulier. Échographie, IRM, radio, électromyogramme. Électromyogramme, je répète, il n'y avait rien. Et du coup, il était embêté, évidemment, vous imaginez, il est classé 0, il aurait voulu évoluer un petit peu plus au cours de cette saison. Et en fait, il avait un problème de mécanosensitivité. On s'en est rendu compte justement en faisant les tests neurodynamiques que je vais détailler un peu plus après. Et le mécanisme qui s'est passé, c'est irritation mécanique pendant son service. Donc du coup, il a stimulé les récepteurs nociceptifs du nerf, il a créé une inflammation, un œdème endoneural. Tout ça a créé du coup une augmentation de pression, un défaut de vascularisation au niveau du nerf qui est devenu mécanosensible. Et en fait, à chaque fois qu'il reproduisait le mouvement, il était douloureux. Quand on regarde au niveau patho-anatomique ce qui peut se passer dans ces types de syndromes compressifs, il va y avoir d'abord la neurapraxie. Et en fait, je vais rester essentiellement là-dessus, l'idée étant que ça s'aggrave au fur et à mesure du temps quand ça se chronicise, évidemment. Mais dans le cas de la neurapraxie et l'axonosténose qu'on peut observer dans le sport, ça va être ces troubles fonctionnels sans troubles de dénervation au départ, et ensuite avec des troubles de dénervation qu'on va pouvoir objectiver dans le bilan classique. Donc ces tests neurodynamiques, à quoi ils servent? En gros, c'est des étirements des nerfs où on va pouvoir du coup évaluer dans la douleur, est-ce qu'il y a une composante neurodynamique? Est-ce qu'il y a cette douleur neurogénique qui est la cause de la douleur du patient? Par exemple, le jeune tennisman dont je vous parlais. Donc là, on voit un petit dessin d'un test, et comment ça se passe? Ça veut dire que c'est des tests de provocation de la douleur, ça fait partie des tests qui sont les plus fiables et les plus valides, et on voit en mettant en tension, ici là c'est le test d'Elvey ou LNT1, Upper Limb Tension Test 1, si le nerf médian et le plexus brachial sont sensibles. Comment est-ce qu'on sait si c'est pas musculo-squelettique? Parce que on peut dire mais un étirement peut créer des douleurs. C'est s'il y a une différenciation structurelle. Si je le fais de lui incliner le rachis cervical, donc de mettre en tension le plexus brachial, vient exacerber la douleur et vient la réveiller, et le patient vous dit « Ah, c'est ça c'est ma douleur », vous savez que vous êtes face à une douleur neurogénique, donc de mécanosensitivité. Si par contre, cette différenciation structurelle, peu importe la position cervicale, vous n'allez pas avoir de modification des symptômes, là, on va être devant des douleurs a priori plutôt myofasciales, ou en tout cas musculo-squelettiques. Donc ce test, comment est-ce qu'on le conduit? Vous allez voir que ça ressemble très proche de très près à la position qu'il avait au moment du service. On vient faire une abduction de l'épaule, on vient mettre le poignet en extension et en supination, on vient faire une rotation latérale de l'épaule, on vient tendre le cou,
Il y en a qui peuvent le faire là devant leur écran pour voir si vous êtes mécanosensible. Et ensuite, vous allez incliner contralatéralement le cou. Et vous allez, la tension que vous allez sentir, vous allez tout de suite sentir que c'est une douleur un peu particulière, qui est cette douleur neurogénique, qui apparaît chez des gens asymptomatiques. L'idée, c'est de voir si c'est très différent par rapport à l'autre côté. Il y a d'autres tests qui sont décrits et validés pour les autres troncs nerveux, notamment l'ulnaire et le radial, mais qu'on n'abordera pas en détail aujourd'hui. Donc c'est complémentaire du bilan neurologique, je vais passer rapidement là-dessus. L'idée étant d'associer à un bilan neurologique classique qui vient tester les grosses fibres myélinisées, étant donné que le standard sur le bilan neurologique est l'électromyogramme depuis très longtemps, donc de le compléter dans notre bilan kiné avec les tests neurodynamiques. Et éventuellement, le Hanina Schmidt, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, proposait de aussi associer de la différenciation thermique ou de la sensibilité à la piqûre. C'est assez simple à faire en cabinet avec une pièce à la température ambiante et une pièce à la température corporelle ou avec un petit cure-dent. Alors là, il y a une petite erreur. Et qui viennent du coup objectiver les atteintes des petites fibres qui, elles, sont non myélinisées. Donc les tableaux fréquents qu'on retrouve avec ça en sport, il va y avoir des douleurs projetées mécaniques, vous vous rappelez des douleurs de coude là, de mon patient, avec des tests neurodynamiques qui sont positifs et pas de symptômes neurologiques. Donc là, on est vraiment face à des douleurs nociceptibles et une atteinte du tissu conjonctif du nerf, simplement. En revanche, un peu plus tard, si jamais c'est un peu plus important ou que ça se chronicise, on peut avoir associé des atteintes neurologiques, donc des hyperalgésies, des paresthésies, éventuellement même des pertes de sensibilité ou de force. Et là, on va l'objectiver avec notre bilan classique et on sera face à une vraie neuropathie périphérique cette fois. Donc comment est-ce que ça se traite ? Il y a quelques petites notions à savoir. Donc, on parlait des différentes, en pathoanatomie, des différents niveaux. On va revenir un peu en arrière. Sur la neurapraxie mécanosensible, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir des dermatomes, on ne peut pas identifier cliniquement où a eu lieu le conflit. Le but du traitement, ça va être de mobiliser, les interfaces mécaniques, donc sur le trajet du nerf, on a vu par exemple différents sites de compression au niveau de l'épaule, et le tissu nerveux lui-même, et pour ça, je vais vous montrer, on va faire des mobilisations neuroméningées. Et c'est ce mouvement qui va permettre du coup d'améliorer les espaces de glissement entre le nerf et ses interfaces mécaniques, et qui va permettre de retrouver une bonne vascularisation locale. Ça draine l'œdème, on n'a plus l'œdème endoneural, ça diminue la mécanosensibilité, et ensuite, évidemment, il faudra mettre en place un protocole de prévention pour éviter une récidive une fois qu'on aura identifié où était le problème, ou en tout cas mettre en place quelque chose qui lui permettra d'éviter de l'avoir. Alors là, on retrouve mon jeune patient avec qui je faisais des manipulations, donc je vais vous les montrer en live. L'idée, c'était de mobiliser le nerf via ses extrémités proximales et distales, et de les mobiliser. Je veux bien vous montrer ça sur l'écran. Ok, alors du coup, l'idée, on va se retrouver dans cette position, on avait vu, de provocation de la douleur mécanosensitive au niveau du nerf médian. Et en fait, pour le mobiliser, quand on va venir faire une inclinaison, ça va rajouter de la tension sur le nerf. Donc on va fléchir le coude, et inversement, quand on reviendra, on pourra le mobiliser via l'extrémité distale. Et en fait, en faisant ces gliding du nerf, on va permettre de remobiliser le nerf, et souvent améliorer la symptomatologie de manière assez rapide, en tout cas dans le cadre des neurapraxies, tant qu'on n'est pas face à des neuropathies. Donc en résumé, les nerfs sont faits pour bouger, sont faits pour glisser. C'est normal qu'ils aient des adaptations mécaniques, c'est physiologique. En sport, par contre, les contraintes microtraumatiques peuvent entraîner un processus de compression, soit extraneurale, soit endoneurale par l'étirement, par exemple le plexus brachial pour mon jeune joueur, qui va sensibiliser le tissu nerveux. On distingue ça des atteintes électrophysiologiques qu'on évalue notamment avec l'électromyogramme. Là, on va le voir avec l'examen neurodynamique. Et du coup, on voit si dans sa douleur, est-ce qu'il y a une douleur neurodynamique. Et dans ce cas-là, on peut mettre en place notre traitement pour ces douleurs neurogéniques. Voilà. Merci Florian, merci. Alors, si je devais faire déjà un petit résumé, on voit aujourd'hui une entité importante de notre métier, c'est l'évaluation, les tests, apprécier les choses pour pouvoir derrière faire un traitement le plus constructif possible. Et puis dans la kinésithérapie du sport, dans cette évaluation, et bien à partir du début, c'est-à-dire évaluer le geste sportif avec les outils dont on dispose, qui sont relativement simples,
le geste, les tests et derrière une rééducation qui sera la plus appropriée. Et on parle de modernité. On va, si je me permets, glisser vers Youssef qui va nous parler de thérapie invasive. Donc Youssef Raoult, intervenant chez Kinesport, spécialiste de la thérapie invasive. Modernité, parce que si elle l'est peut-être pas dans d'autres pays, en ce qui concerne en France, c'est assez récent. Alors je te laisse expliquer. Merci Franck. Comme il vous a dit Franck, je vais vous parler de physiothérapie invasive. Et avant de rentrer proprement dans le sujet, j'aimerais définir qu'est-ce que c'est la physiothérapie invasive. Parce qu'il est certes que c'est, je dirais, une spécialité qui est quand même assez récente, très profondément développée en Espagne par des kinésithérapeutes espagnols et qui peut être une option intéressante pour le traitement de certaines pathologies. D'accord ? Et on peut rentrer dans cette pathologie, les pôles microtraumatiques neurologiques. Bien, donc la physiothérapie invasive, le terme donc invasif parce qu'on passe la barrière cutanée qui est la peau, est une, comme je vous disais, une spécialité de la kinésithérapie qui va rassembler toutes les techniques et toutes les thérapeutiques qui vont comporter l'utilisation d'une aiguille. D'accord ? D'une aiguille filiforme type acupuncture, et par précision, c'est une aiguille qui va avoir un diamètre de 0,30 mm et une taille qui peut aller de 1 cm jusqu'à 7 cm et demi, voire 10 cm, en fonction de la structure, de la profondeur de la structure que l'on va traiter et en fonction de l'approche que l'on va faire. Cette aiguille, elle va être utilisée d'une manière isolée, d'accord, par stimulation juste mécanique du tissu, ou bien on peut la combiner à différents types de courants thérapeutiques dont on va parler plus tard. Avec quel but ? Le but thérapeutique, traiter, mais n'oublions pas que l'aiguille aussi, elle pourrait avoir un but de diagnostic. Parce que tout simplement, on peut l'imaginer étant la prolongation de notre main. Évaluer quelle est la mécanosensibilité du tissu que l'on veut tester. D'accord ? Et n'oublions pas également que l'on va traiter principalement la douleur et les troubles du mouvement. Dans ces techniques-là, on va revenir en arrière. Merci. Bien, dans ces techniques-là, nous allons retrouver principalement 3 techniques. Donc le dry needling, qui est une technique récemment introduite en France depuis l'avis de l'ordre de l'année 2017, et d'autres techniques telles que l'EPI, l'électrolyse percutanée intratisculaire, ainsi que la neurostimulation percutanée. Toutes ces techniques-là, comme je vous disais, la caractéristique principale, ça va être l'utilisation d'une aiguille. Ça va être quand même assez intéressant parce que ces techniques-là, pas toutes, vont avoir besoin d'une guide qui sera l'échographie. Donc nous allons appliquer cette technique avec une vision, enfin avec un échographe qui va nous permettre, on va le voir plus tard, plus de sécurité, plus de précision. Ces techniques-là qui vont être en lien avec l'échographie, ça sera principalement l'EPI et la neurostimulation. Alors que le dry needling, on peut le faire sans guide échographique, sauf dans certaines conditions où on aura besoin de prendre un échographe. Bien, commençons par les indications. Le feu vert, les indications, ça sera les douleurs musculo-squelettiques, les douleurs neurogènes et les troubles du mouvement. Et à quel moment, et ça je trouve que c'est important pour que le kinésithérapeute le sache, c'est lorsque le traitement conservateur n'est pas efficace ou bien il ne donne pas les résultats que l'on attend. Il ne faut pas prendre ces techniques-là étant un traitement de première élection. Dans certaines conditions, on est mené à l'utiliser en tant que traitement de première élection, mais dans d'autres, ça sera toujours après le traitement conservateur. Je mets un interrogant à la prévention parce qu'il est certes que les dernières études nous disent que l'apparition de certains troubles, notamment les trigger points latents, pourrait mener à des troubles moteurs qui pourraient être en avant à la symptomatologie. Donc on pourrait traiter ces trigger points latents avec ces techniques-là. En plus des indications, il faut que le kinésithérapeute connaisse très bien, et je répète très bien, les contre-indications de ces techniques-là. D'accord ? Parce que, étant donné que l'on dépasse la barrière cutanée qui est la peau, les contre-indications elles vont être beaucoup plus importantes et les dangers vont être un peu plus importants que les techniques qu'on utilise de façon conservatrice. Donc, dans le feu rouge, contre-indication absolue, on va voir principalement le patient qui a peur des aiguilles.
D'accord, un patient qui a peur des aiguilles, c'est un patient qui ne va pas nous laisser faire le traitement et qui va refuser. Et pourtant, on n'a pas son consentement pour réaliser le traitement. Donc là, on va commencer par cette première contre-indication. Après, bien évidemment, il y a certaines pathologies, et là, le kinésithérapeute doit savoir réaliser un très bon diagnostic différentiel, et c'est la pathologie médicale aiguë, ce qu'on appelle les drapeaux rouges ou red flag. Il faut que l'on évite d'utiliser ces techniques-là quand on a les drapeaux rouges. D'accord ? En plus de ça, on peut avoir d'autres conditions cliniques telles que le lymphodème où le risque d'infection pourrait être quand même assez élevé sur le membre qui est atteint. Dans le feu plus orange, donc des contre-indications mais relatives, ça veut dire que dans certaines conditions, ces techniques-là, ou sur certains patients, elles seront contre-indiquées, sur d'autres, elles sont indiquées. Donc on va voir, il faut retenir principalement les troubles de la coagulation. Il faut savoir qu'un patient qui est sous anticoagulant, c'est un patient qui va saigner un peu plus. Donc avec ce type d'aiguille, forcément, on réalise un micro-traumatisme qui peut déclencher une petite hémorragie. Donc il faut savoir, il faut poser toutes ces questions-là dans l'anamnèse de nos patients. Donc bien savoir si le patient est diabétique ou pas, les médicaments qu'il prend, etc., s'il y a des prothèses en place, etc., pour réduire au maximum les risques. D'accord ? Très bien. Commençons par l'échographie. Je rappelle que depuis l'année 2015, le kinésithérapeute est habilité en France à réaliser l'échographie ou l'échoscopie. D'accord ? Sous certaines conditions, et notamment, je vais souligner, le kinésithérapeute n'a pas le droit de mettre un diagnostic médical. Et ça, je le répète, le kinésithérapeute n'a pas le droit d'émettre un diagnostic médical, mais il peut utiliser l'échographe, qui est tout simplement, on va revenir... Hop, parfait. Il va utiliser l'échographe pour complémenter son bilan. D'accord ? Je répète que tout simplement l'échographe c'est des ultrasons. C'est juste un but pour réaliser une image au lieu des ultrasons, à différence des ultrasons thérapeutiques. Donc dans le bilan kinésithérapique, j'ai tendance à dire une chose qui est très importante et c'est laissons l'échographie en dernier. Laissons l'échographie en dernier, pourquoi ? Pour ne pas biaiser notre bilan clinique. C'est d'abord notre bilan clinique et ensuite, à la fin vraiment de notre bilan clinique, qu'on va ajouter l'échographie. L'échographie va nous permettre d'évaluer la présence d'abord de drapeaux rouges. Il y a beaucoup de patients qui se présentent dans notre... Enfin, je ne vais pas dire beaucoup, pardon, mais il y a certains patients qui se présentent dans nos cabinets avec une douleur de type musculo-squelettique, alors que la pathologie sous-jacente, c'est une pathologie grave. Donc, déjà, on pourrait évaluer ceci, et pour ensuite réorienter le patient vers le professionnel qui va le traiter dans la meilleure condition. Ensuite, on revient en arrière, s'il vous plaît. Merci. Pour le bon bilan clinique, là, il faut faire très attention également à la corrélation entre les symptômes et les tissus. Comme vous le savez, depuis de nombreuses années, on sait qu'il n'y a pas tellement de corrélation entre la structure et les symptômes. On peut avoir un tissu qui est très dégradé sans avoir des symptômes. Et on peut avoir un tissu qui est tout à fait normal avec beaucoup de symptômes. Donc, il faut que le kinésithérapeute soit prudent sur cet aspect-là. Bien, sur les images que vous avez à droite, cela correspond donc à des échographies d'un kyste paraglénoïdien. Et juste en dessous, la photo et l'image que vous avez en dessous correspond à un tissu musculaire. C'est le muscle supraépineux d'un côté gauche qui présente un CSA, une aire de section transversale réduite par rapport au côté droit. Et en plus avec un aspect plus hyperéchogène qui pourrait être, comment je dirais, le reflet d'une atrophie et d'une infiltration graisseuse. D'accord ? Tout ceci pourrait nous mener à avoir une suspicion, tout simplement, d'un conflit ou d'une compression quelque part. J'insiste sur une chose, et c'est que l'échographie des nerfs, c'est une échographie qui est quand même assez complexe. Visualiser les nerfs, ce n'est pas si simple que ça, et surtout quand on parle du nerf suprascapulaire. Pourtant, j'insiste encore une fois sur l'aspect clinique par rapport à l'aspect de l'échographie. Bien, donc ça c'est concernant le bilan kinésithérapique. On va passer sur l'échographie dans le traitement. Donc l'échographie dans le traitement, comme je vous disais, elle va nous apporter principalement deux choses lorsqu'on parle de techniques invasives. Comme je vous disais tout à l'heure, du moment où on dépasse la peau, la barrière cutanée, les risques augmentent. Ce n'est pas la même chose de réaliser ces techniques sous guide échographique que de les réaliser à l'aveugle. Actuellement, donc on sait que utiliser une aiguille sous guide échographique où on peut voir à tout moment la cible de notre traitement, voir
l'aiguille en direct. Donc là, ça va nous permettre plus de précision à la recherche d'un traitement beaucoup plus efficace. Et en plus, ces techniques-là, vu que l'on voit en direct toutes les structures que l'on va traiter, mais aussi les structures que l'on ne doit pas traiter, ça va nous apporter beaucoup plus de sécurité. D'accord ? Je répète que ces techniques-là, elles vont principalement donc l'épi, la neurostimulation percutanée et le dry needling. Bien. Question, et là on rentre un peu dans le sujet, et c'est est-ce que la physiothérapie invasive pourrait être un traitement de choix pour l'épaule neurologique microtraumatique? Et la question, elle va se répondre par rapport justement en faisant un petit review sur les effets de la compression nerveuse ou de la mécanosensibilité. On sait principalement que lorsqu'un nerf il est comprimé, où il y a une compression, où il est mécanosensible, c'est un nerf qui va provoquer des douleurs, une symptomatologie associée à des troubles moteurs qui vont être très fréquemment associés. Et des fois, on peut avoir des troubles moteurs sans avoir des douleurs. Tout simplement, on sait que la compression nerveuse va enclencher quelques mécanismes physiologiques. Et un des mécanismes qui est plus important, c'est la démyélinisation du nerf à la zone où il y a la compression. D'accord ? On sait qu'un nerf qui est démyélinisé, c'est un nerf qui ne va pas fonctionner correctement. Et on sait qu'à la zone du nerf où il y a une démyélinisation, c'est une zone où il va y avoir une surexpression de pont de sodium. Et lorsqu'on a une surexpression de pont de sodium avec une activité ectopique, ça sera le reflet probablement d'une symptomatologie augmentée ainsi que d'une mécanosensibilité augmentée. D'autres choses, c'est que le nerf, c'est un tissu très richement innervé par, comme il a dit tout à l'heure Florent, par le nervi nervorum. Et on sait que le nerf, c'est un tissu qui peut déclencher pas mal de phénomènes, et beaucoup de phénomènes malheureusement, de sensibilisation centrale, qui peuvent provoquer, donc, qui peuvent déclencher la symptomatologie du patient, accentuer ses troubles moteurs, etc., etc. D'accord ? Sur la zone de compression elle-même, on va avoir d'autres changements. Comme il a dit bien Florian, il va y avoir des changements dans le milieu biochimique du nerf, et on va avoir également associé à cette zone probablement des fibroses ou des structures qui vont être avec une tonalité beaucoup plus élevée. Bien, en prenant en compte ce que je viens de dire, donc on va voir principalement deux techniques qui vont être ciblées à ce qu'on appelle les interfaces mécaniques du nerf. D'accord ? Comme il a dit Florian, ça peut être des tunnels, ça peut être des muscles, etc. Est-ce qu'on a des techniques qu'on puisse appliquer de façon directe à ces interfaces-là? La réponse est oui. On a le dry needling et l'électrolyse percutanée. Comme je vous disais, c'est des techniques quand même qui sont assez récentes et malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de preuves scientifiques, des articles publiés, mais on a quand même une expérience clinique qui est positive. Il y a certains cas cliniques qui ont été publiés sur PubMed du dry needling et ce qu'ils appellent le release, la libération des interfaces des nerfs. Favoriser la mobilisation ou favoriser les propriétés viscoélastiques du nerf vont favoriser son mouvement. D'accord ? Et on sait que le mouvement est vital pour le nerf pour tout ce qui est l'adaptabilité à différents mouvements que l'on fait. L'électrolyse percutanée, on va l'utiliser dans le même cadre pour travailler ces interfaces-là. C'est juste que l'électrolyse percutanée, c'est une aiguille qui va être associée à un courant galvanique. Je rappelle que le courant galvanique va avoir des effets sur la biochimie locale, notamment l'augmentation du pH qui peut être présente dans la zone. Une augmentation du pH va favoriser tous les processus biologiques et pourtant favoriser ce dont je vais parler tout de suite après, la rémyélinisation. En même temps, et ça on le voit très bien à la pratique, lorsque l'on applique une technique d'électrolyse percutanée sur un tissu cicatriciel ou sur un tissu fibreux, on ressent qu'il y a une perte de résistance que peut-être avec le dry needling on n'a pas. Tout simplement, comme je disais, parce que l'électrolyse percutanée a un effet biochimique et c'est un terme qui est décrit par liquéfaction. Rendre le tissu qui est dur, le rendre plus lourd. On revient un petit peu en arrière sur la diapo. Très bien. Bien. En dernier, on va voir une technique qui va être utilisée principalement et directement pour le nerf, qui est la neurostimulation percutanée. La neurostimulation percutanée, c'est l'application d'une aiguille au niveau de l'épinèvre. D'accord ? C'est une aiguille qui va être collée au niveau de l'épinèvre et qui va être connectée à un courant type TENS, de façon percutanée. Qu'est-ce qu'elle va nous permettre, cette stimulation directe du nerf ? Elle va nous permettre beaucoup de spécificité.
Et au niveau de la pratique, on le voit. Ce n'est pas la même réponse que l'on va avoir lorsque l'aiguille elle est collée au nerf que lorsque l'aiguille elle est à 2 cm, elle est à 1 cm. Ça n'a rien, on n'a pas du tout la même réponse. Ceci va nous donner déjà une spécificité. J'ai un infraépineux j'ai un muscle infraépineux qui est atteint, donc je vais aller sur la branche du nerf suprascapulaire pour aller le stimuler, avoir une réponse, une stimulation directe du muscle infraépineux. D'accord ? Ceci va bien sûr favoriser tout ce qui est la récupération, envoyer des influx vers le système nerveux, hein, parce qu'il faut savoir une chose, et c'est que la commande motrice, elle démarre au niveau du cerveau. Donc probablement, on va avoir un effet quand même assez important sur la plasticité. Et autre chose que l'on sait, et par rapport à ça, je peux vous assurer qu'on a beaucoup de preuves scientifiques, et c'est que l'application d'un courant électrique sur un nerf va déclencher différents phénomènes biologiques. D'accord ? Un nerf qui est atteint, c'est un nerf qui va avoir, comme je vous disais, une démyélinisation. L'application d'un courant sur un nerf va nous provoquer différents processus au niveau du corps neuronal, d'accord, d'expression génétique. Et ceci a été prouvé. Et les chercheurs ils sont arrivés à la conclusion que l'application de ce courant provoque une libération de facteurs de croissance. Provoque une libération de facteurs de croissance associés à une activation des cellules de Schwann qui vont nous rémyéliniser et favoriser la rémyélinisation du nerf et pourtant le rétablissement, que ce soit en ce qui concerne la douleur et d'un autre côté en ce qui concerne la fonctionnalité. On a une étude, malheureusement elle n'a pas été faite sur l'épaule, mais sur le nerf médian, c'était 2 groupes de patients opérés dans le canal carpien. Ils ont vu que le taux de récupération et de réinnervation motrice chez les patients où ils ont appliqué un courant thérapeutique tout de suite après sur le nerf était beaucoup plus élevé que ceux où ils n'ont pas appliqué cette technique-là. En conclusion, je vais vous dire que c'est une technique qui est toute récente. On a un long chemin à parcourir. C'est une technique qui doit s'appliquer avec un raisonnement clinique bien réalisé. Et il ne faut pas, ça c'est important, je le dis, il ne faut pas abuser des aiguilles. D'accord ? Il ne faut pas abuser des aiguilles. Il faut les utiliser là où il ne faut pas et chez les patients dont on a besoin. D'accord ? On aura toujours des patients qui, avec le traitement conservateur comme mes collègues vous ont décrit, vont s'améliorer. Mais on a toujours un pourcentage de patients qui malheureusement ne s'améliorent pas. Donc probablement ces techniques-là elles vont être placées à ce stade-là, d'accord, entre le traitement conservateur et le traitement probablement par chirurgie. Merci. Youssef, merci. Merci pour toutes ces précisions sur ce nouveau espace de liberté qui nous est donné dans la kinésithérapie. Je retiendrai quand même les précautions, je retiendrai le champ de compétences qu'il faut respecter. Et puis je retiendrai quelque chose qui était impondérable chez Kinésport, c'est la clinique. La clinique avant tout. Nous n'en avons pas fini puisque maintenant nous avons les questions qui viennent de collègues. Je vais vous choisir certaines questions et je vous les poser. Je vais commencer par Gilles. Il y a une question qui a interpellé Simon. Simon, pourquoi ? Parce que tu nous as dit qu'il ne peut y avoir de tendinopathie chez le jeune sportif. Peux-tu nous dire en quelques mots pourquoi ? Le jeune sportif, pour moi, c'est l'adolescent. Et l'adolescent, il n'y a jamais de tendinopathie au sens propre du terme. Il n'y a pas de modification physiologique du tendon à cet âge-là, puisque c'est un tendon qui est en développement. Donc, chaque fois qu'on a ça, il y a toujours un problème du geste technique. Donc, on va corriger le geste technique et on va faire disparaître les douleurs. Il n'y a pas de tendinopathie à proprement parler. Donc, il n'y a pas de traitement physique à faire. Il faut juste corriger le geste technique chez l'adolescent. On dit pas, je dis jeune, c'est adolescent. C'est entre 10 et 15, quoi. De temps en temps, je vois tendinopathie d'une épaule d'un sportif d'armée entre 10 et 15 ans. Je suis sûr à 100% que ce n'est pas une tendinopathie. C'est forcément un problème de geste technique ou un problème de lésion neurologique. D'accord. Autre question, mais là je vais vous la poser peut-être à tous et vous choisirez qui veut répondre. Question un petit peu collégiale, c'est-à-dire qu'on a toujours la même question quand on reçoit un patient, surtout quand il pratique le sport, c'est quand est-ce que je pourrais reprendre. Mais avec cette autre question que nous on se pose en permanence, c'est doit-il arrêter son activité sportive, doit-il la continuer et si oui, à quel rythme? Voilà, donc c'est la question que je vous pose à tous. Qui veut se coller et s'y coller pour répondre à cette question au niveau du maintien ou non de l'activité sportive?
Un exemple vraiment très précis, c'est que tous les sportifs, et même les sportifs de haut niveau, qui sont atteints de cette atteinte du nerf suprascapulaire, ont leur activité. Et nous, encore une fois, pour avoir des cas précis, au Paris Volley depuis des années, ou même sur les équipes nationales côtoyées, les joueurs restent en activité. Donc, finalement, à quel moment je dois reprendre le sport? C'est finalement, est-ce que je dois arrêter l'activité à partir du moment où l'atteinte, elle est en place et que finalement, il y a un retentissement fonctionnel qui est relativement limité. Si après, comme le décrivait Gilles, il y a un retentissement fonctionnel qui devient majeur, peut-être parce qu'il y a des pathologies associées, et ben effectivement, on peut de toute manière se diriger vers des aspects un peu plus invasifs, éventuellement la chirurgie. Mais est-ce que j'ai besoin d'arrêter, est-ce que je dois reprendre le sport? Parce que finalement, est-ce que j'ai eu besoin de l'arrêter? Voilà, on a eu le nombre de meilleurs marqueurs du championnat passé par le club qui avait 0 infraépineux et qui faisait de la rotation latérale à 2 kg, et encore cette année, si vous venez nous voir, à Charletti. Quelqu'un d'autre va apporter une Bon, opinion? ouais, c'est mon quotidien depuis 40 ans. Donc, j'ai moi-même une atteinte du nerf suprascapulaire et j'ai continué à jouer au tennis à mon petit niveau national. Donc je connais bien le problème. Je me faisais infiltrer 2 fois par an et je pouvais continuer à jouer. Donc je pense que autant c'est facile pour le nerf long thoracique, parce que là, on les arrête parce que de toute façon, ils ne peuvent plus jouer. Autant c'est compliqué pour les lésions du nerf suprascapulaire, qui souvent peuvent durer déjà depuis très très longtemps, et qui pénalisent en fait modérément le joueur. Donc moi, je dis toujours au joueur, c'est lui qui va décider si il veut aller plus loin ou pas, mais s'il veut aller plus loin, il faut s'arrêter. Maintenant, on a la chance d'avoir une intervention chirurgicale qui est hyper simple, qui permet une récupération en 6 semaines, donc on peut faire ça pendant l'intersaison. Si jamais, c'est lui qui va décider s'il a envie de le faire ou pas. Hein, parce que derrière, on a quand même de très bons résultats. Maintenant, il est certain que si ça dure depuis 5 à 10 ans, on va peut-être pas récupérer la force, mais on va améliorer la douleur. Moi, j'ai opéré des profs de tennis qui avaient ça depuis très 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 longtemps. Je leur ai dit, moi, je vous fais ça que pour la douleur. J'ai eu la surprise qu'ils ont récupéré un tout petit peu de force, mais ils avaient surtout plus mal. Parce qu'il y a l'élément douleur qui est très important, et puis il y a l'élément force. Et donc après, pour le nerf suprascapulaire, je crois qu'il faut bien expliquer aux sportifs, et après c'est à lui de décider en fonction de sa gêne, en fonction de sa participation dans l'équipe, en fonction des calendriers sportifs, et puis après c'est lui qui décide, c'est pas moi. Je pense que c'est un point très très important, le rapport à la douleur, notamment dans le monde sportif et même chez le jeune qui ne sait pas trop s'il doit se plaindre ou pas, ou le sportif de niveau, c'est le fameux no pain no gain, il faut faire avec la douleur. Mais comme tu le décris bien, quand j'ai moins mal, généralement le contrôle, enfin c'est pas généralement, le contrôle moteur sera de meilleure qualité. Si le contrôle moteur est de meilleure qualité, ça veut dire que la récupération musculaire de l'infraépineux peut-être pas, mais de tout ce qui est périphérique et qui est problématique, va être de meilleure qualité. Donc, tous les axes qui nous permettent d'avoir moins de douleur, de toute manière, sont des axes de travail, parce que derrière, je vais avoir une fonction qui sera restaurée. Donc, gérer la douleur, ça reste un élément phare de la prise en charge, et pas simplement, t'es sportif, t'as mal à l'épaule, tu fais avec. Non, c'est intéressant d'aller gérer la douleur aussi. Très bien. Il y a aussi un aspect que je demande de réfléchir chez les joueurs de tennis. Je dis, alors au volley, je n'ai pas cette expérience-là, mais ça doit être à peu près la même chose. Au tennis, quand vous avez une atteinte du nerf suprascapulaire, vous devenez au service de moins en moins efficace. Et donc je dis aux entraîneurs, écoute, c'est simple, pour prendre ta décision, tu fais le pourcentage des premiers services au premier set, au deuxième set et au troisième set. Et tu vas voir que ça va diminuer, c'est une obligation. Donc après, si au troisième set, il est vraiment très inefficace sur son premier service, ça sera peut-être un argument pour s'arrêter. Mais s'arrêter chez un joueur de tennis qui peut continuer à jouer, c'est quasiment impossible. Impossible. Très bien, merci pour vos réponses. On va passer à une deuxième question, peut-être adressée pour toi, Florian, une question qui vient d'Antoine, qui nous a posé d'ailleurs plusieurs questions extrêmement précises. Comment faire la différence entre une inflammation nerveuse et une compression, si le résultat paraît une perte de force ou une diminution des amplitudes? Voilà la question qu'Antoine nous pose. Alors, entre une inflammation... différence entre une inflammation nerveuse et une compression, si le résultat paraît être une perte de force ou une diminution des amplitudes. Est-ce qu'on peut répondre d'ailleurs à ces questions? Je vais essayer d'y répondre en tout cas. S'il y a... Déjà, cliniquement, ça va être très compliqué de savoir la différence entre une inflammation neurogénique ou une compression. On va avoir à peu près les mêmes tableaux cliniques au départ.
Ensuite, j'imagine qu'il doit y avoir des marqueurs inflammatoires, mais honnêtement, en termes de clinique, entre une compression qui s'est un peu chronicisée, qui va mettre un peu de temps à se résorber, où on sort un peu du cadre de la neurapraxie de type 1, la stupeur dont je parlais, voire de type 2 avec la dénervation, mais qui disparaît en gros au fur et à mesure de la séance quand on mobilise le nerf et ses interfaces. Si on n'a pas d'amélioration rapide, on va se retrouver devant des tableaux cliniques qui peuvent recouper différentes causes, y compris une inflammation qui est un peu plus installée. Et dans ce cas-là, le traitement sera un peu plus long. Peut-être qu'il faudra aussi passer par le repos. On va se retrouver un peu dans le même cadre du coup qu'avec les atteintes du nerf suprascapulaire. C'est-à-dire que souvent, ils peuvent continuer à jouer, mais ça touche la performance parce que c'est douloureux. Et la deuxième partie de la question, c'était quoi ? En fait, c'était la perte de force, la perte d'amplitude. Alors, perte d'amplitude, il y en a très peu, puisque on la retrouve en fait simplement au moment où on vient faire le test, parce que même si c'est un test qui est décrit comme un test de mise en tension, en fait c'est un test de provocation neuromusculaire. C'est-à-dire qu'il va y avoir une réaction de protection neuromotrice qui vient éviter justement de tirer sur le nerf s'il est inflammé. Donc, dans une certaine position de mise en tension, on va avoir une limitation d'amplitude limitée par la douleur, mais c'est très spécifique au test, c'est même l'intérêt même de la neurodynamique. Et ensuite, la perte de force, ça dépendra de la neuropathie associée, mais dans ce cas-là, il faut un avis médical et objectiver l'atteinte neurologique. On sort du simple cadre de la sensibilisation des douleurs nociceptives nerveuses. Très bien, merci. Merci pour ta réponse. Autre question qui vient de Judith. Je crois que c'est Erwan qui avait évoqué l'œuf ou la poule. Et parfois, c'était difficile de savoir véritablement l'origine des choses. Et moi, justement, comment différencier un déficit musculaire du dentelé antérieur et une atteinte du nerf suprascapulaire ? Qui a envie de répondre à cette question ? C'est assez simple. C'est simple et compliqué. L'épaule, c'est l'ensemble de 5 articulations. Donc quand on voit en première intention une épaule, il faut débrouiller l'affaire parce qu'il y a toujours une cause et plein de conséquences. Donc quand vous avez une atteinte du long thoracique, le problème est de savoir si c'est une atteinte sévère, ça sera très simple. Si c'est une atteinte frustre, ça va être très compliqué parce que vous aurez, avec cette atteinte-là, des douleurs tendineuses, des douleurs au passage sous-acromial, vous aurez certainement des douleurs intra-articulaires. Donc, au stade de symptomatologie importante, c'est facile. Au stade frustre, c'est difficile. Alors, maintenant, si vous voulez différencier les deux, dans l'atteinte du nerf long thoracique, il n'y a pas de déficit de force musculaire du supraépineux et de l'infraépineux. Mais c'est surtout l'infraépineux que je teste, parce que souvent le supraépineux, il ne va pas bien quand il y a un grand dentelé qui ne va pas bien. Mais il faut surtout tester, s'il n'y a qu'un truc à faire, c'est tester la rotation externe en position 1, coude au corps. Et là, dans les grands dentelés, il n'y a pas de manque de force en rotation externe. Par contre, il peut y en avoir dans le test du supraépineux. Merci. Donc s'il n'y a qu'une réponse, c'est tester l'infraépineux. Merci. Youssef, une question pour toi. Alors, je vais la poser. Alors, je voudrais pas... Voilà, la technique que tu nous as présentée apporte de grands bénéfices. Tu es le premier à l'utiliser. Voilà, mais apparemment, voilà, elle fait quand même un petit peu peur. La nouveauté, des fois, fait peur. Et peut-être que se traduit à travers cette question. Que pensez-vous du dry needling et des lésions nerveuses possibles? Alors, je crois que tu as déjà en partie répondu à cette question, mais voilà, dis-nous quelques phrases et nous dis ce qui peut éventuellement se passer. Je la trouve une question intéressante parce que, comme j'ai évoqué tout à l'heure, traverser la peau comporte plus de risques, d'accord, et notamment dans le dry needling, où le dry needling il est mené à être fait sans échographie. Est-ce que le risque de lésion nerveuse est présent lorsqu'on réalise du dry needling? Bien évidemment, c'est un risque qui est présent, mais il faut savoir le minimiser. D'accord. Savoir le minimiser va passer probablement par des fondamentaux, c'est connaître très bien donc déjà l'anatomie. On sait qu'il y a des variantes anatomiques, mais il faut connaître très bien l'anatomie de la région que l'on va travailler. On va demander à notre patient surtout, et on va essayer de communiquer très bien avec nos patients. Parce que lorsque l'on réalise du dry needling et que l'on travaille un trigger point, la réaction et la symptomatologie que l'on déclenche à notre patient, c'est une. Et lorsque l'on touche, si par malheur on touche un nerf, la symptomatologie, elle va être une autre. D'accord. Il y a juste un cas clinique qui a été décrit de lésion nerveuse. D'accord. Mais vraiment, là, c'est par négligence du thérapeute.
Donc, pour éviter le risque, il existe, oui, il est très minime. Il y a très peu de cas qui ont été décrits. Et pour le minimiser, il faut que le thérapeute soit compétent, il faut qu'il ait une formation compétente et surtout qu'il sache à quel moment il faut qu'il l'applique et à quel moment il faut qu'il l'applique pas. Merci Youssef. Merci. Une question aussi à nouveau un petit peu collégiale. On a vu l'évaluation, le temps d'évaluation qui est important avec un premier temps qui est la visualisation du geste sportif avec ce fameux geste d'armée. Alors l'armée au volet n'est pas le même peut-être qu'au service au niveau du tennis. Est-ce qu'on peut déjà en fonction de tel ou tel geste en savoir plus déjà sur le type d'atteinte ou en fonction même du type je sais pas, de service au volet ou du type de service au tennis, et on peut déjà en déduire le risque pathologique qui peut en découler. Est-ce que vous pourriez répondre à ces questions, spécialistes du volet et du tennis ou du hand maintenant? Donc du coup de savoir si moi j'analyse le geste, quelle est la pathologie. Tu analyses le geste du lancer, le geste de l'armée, et puis en fonction du geste, parce que j'imagine que chacun a un peu sa biomécanique du geste, est-ce que tu peux déjà en déduire la physiopathologie qui va en découler? De manière sur le geste qui reste superposable, là quand même de beaucoup de sports, les atteintes peuvent être ou se cumuler, enfin certainement très rares, d'ailleurs j'en ai pas rencontré, ou être ou une atteinte du nerf suprascapulaire ou une atteinte du nerf du long thoracique, du nerf du thoracique long. Donc je pense pas qu'en fonction de l'analyse vidéo, par exemple, si c'est à ça que notre internaute pense, l'analyse vidéo du geste, on puisse se dire c'est plutôt telle structure qui va être touchée. En revanche, effectivement, l'analyse vidéo peut nous servir à mettre en évidence un geste qui est incorrect, avec des fondamentaux techniques qui sont totalement erronés et qui vont avoir cette conséquence sur la pathologie microtraumatique. Si la question c'est est-ce qu'en voyant tel geste effectué, je vais pouvoir dire c'est un suprascapulaire ou un thoracique long, a priori je vois pas trop, puisque dans les deux formes, effectivement, la contrainte peut exister sur la structure. Moi j'avais étudié les services au fil des temps, donc c'est très intéressant de voir la technique évoluer au fil du temps. Et on voit au tennis beaucoup moins d'atteintes du nerf suprascapulaire. On voit quasiment les atteintes du nerf du grand dentelé, c'est uniquement à la suite de musculation. On n'en voit quasiment plus au tennis. Mais l'évolution du geste technique a fait qu'on protège l'épaule au tennis. Déjà, on a vu apparaître, on ne finit plus en adduction horizontale comme on finissait il y a très très longtemps. On nous demandait de finir comme ça. Et maintenant, quand on regarde tous les services, ils finissent en rotation interne dans le plan frontal. Mais ils ne vont jamais au-delà du plan frontal. Donc ça protège beaucoup déjà l'épaule. Alors qu'on le garde beaucoup au volet, typiquement. Donc c'est peut-être pour ça que nous, on conserve énormément l'atteinte du nerf suprascapulaire. Si tu ne vas pas déjà en adduction horizontale en fin de geste, déjà tu protèges ton épaule. La deuxième façon de protéger l'épaule, c'est de monter par devant et non pas sur le côté, voire en rotation externe. Et si tu peux protéger ton épaule comme ça, mais différencier les deux, déjà il faut être sur le terrain, il faut avoir une analyse vidéo, donc on ne fait pas ça dans tous les cabinets quand même, hein. Mais il faut tout faire pour protéger cette épaule et faire de la prévention surtout chez les jeunes. Ça c'est important parce que quand ils prennent l'habitude, par exemple aujourd'hui les jeunes au tennis, ils rentrent sur le court et ils font 5 à 10 minutes d'élastique pour s'échauffer typiquement un certain nombre de choses. Alors, il y en a qui ne le font pas, mais dans les bonnes écoles, on fait ça pour échauffer l'épaule à ce geste technique. Et il faut savoir aussi qu'effectivement, en fonction des sports, le geste de l'armée est complètement différent. Au baseball, ils ont, je crois, 5 façons de lancer pour donner de l'effet à la balle. Au volley, c'est pas ma spécialité, mais je me suis un peu renseigné en fonction de l'endroit où on va mettre la balle, c'est pas pareil. Au tennis, en fonction de l'effet qu'on veut donner à la balle, c'est pas pareil. Néanmoins, on a toujours des passages obligés. Le passage obligé, c'est la rotation externe maximum, qui doit être, comme tu l'as dit, freinée par les rotateurs internes. Si vous n'avez pas de balance rotateur interne, rotateur externe, eh bien vous allez aller en butée postérieure qui ne sera pas freiné, et donc vous allez créer des lésions postérieures. Par exemple, quand vous servez, vous allez en extension du coude. Eh bien, si vous n'avez pas le biceps qui freine l'extension du coude, vous allez avoir des pathologies postérieures du coude par conflit osseux. Donc c'est très important de travailler en concentrique, en excentrique. Merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir précisé un terme avec lequel parfois on a du mal en France, la prévention. Prévention sur laquelle nous devons être acteurs. Nous avons fini de répondre. Nous n'avons pas pu répondre à l'ensemble des questions, mais sachez que nous y répondrons en off, comme on dit.
Nous avons fini avec cette soirée. Merci une fois de plus d'avoir apporté toutes ces précisions les plus simples possibles, nous avoir décomplexé, si je peux me permettre, au niveau de cette articulation, ou de ces articulations que sont les constituants de cette épaule. Nous en avons fini sur ce sujet. Nous reviendrons pour un autre webinar. Ce sera le lundi 29 janvier. C'est un lundi, donc il n'y aura pas d'excuses parce qu'il n'y aura pas de football, pas de Champions League ce soir-là. Donc obligé en partie de nous écouter. Et le thème de cette soirée sera la cheville. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci de nous avoir écoutés et à donc très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci à tous.